Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonjour et bienvenue à votre émission Le Grand Dialogue de ce dimanche 8 mai 2022. Nous avons le plaisir de faire cette émission comme d'habitude pour parler avec nos invités sur la question d'actualité sur le continent africain. Ce matin, nous avons le plaisir de parler avec des Africains en duplex qui sont en train justement de travailler assidûment pour faire avancer l'actualité sur le continent et faire entendre la voix justement des Africains sur le plan international. C'est avec plaisir que Canal Africa 54, par la voix de cette émission, vous permet de suivre l'actualité sur ce vieux continent. L'Afrique a tant souffert qu'à un moment donné, il faut que les consciences se réveillent. Il faut que les jeunes se réveillent, il faut que les adultes se réveillent, il faut que le vieux se réveille justement pour lui donner sa lettre de noblesse. Cette Afrique qui a été meurtrie pendant des siècles par des oppresseurs, cette Afrique qui a été justement meurtrie depuis des siècles et des générations qui ont subi justement les affres de la colonisation et de la traite négrière, enfin se réveille aujourd'hui. C'est ainsi que ce matin, nous avons voulu partager avec vous ces grands témoignages et ces grandes réflexions des Africains et des jeunes Africains à partir de la Guinée. Ces jeunes Guinéens qui veulent justement faire des grandes marches pour soutenir le Mali dans son combat contre les impérialistes, ceux qui veulent revenir encore reconquérir justement le continent africain et surtout le Mali. La Guinée qui, à travers ces jeunes, organise cette grande marche de Mali qu'on a créée pour soutenir une marche de soutien au peuple malien. Le collectif des marcheurs Conakry Mali. C'est un collectif qui est né en Guinée, mais qui va prendre sa arpenter justement vers le Mali. Nous avons alors en duplex M. Makinde Dalinde. Il est coordinateur de ce collectif. Et de M. Abdoulaye Bintaba, vice-coordinateur. Et notre invité va nous rejoindre plus tard pendant l'émission. Merci en tout cas pour vous tous qui nous suivez ce matin. Et voilà, nous allons recevoir en duplex nos deux invités. Et nous allons commencer par M. Abdoulaye Binta. Bonjour, M. Abdoulaye Binta. Bonjour, M. Abdoulaye Binta. Bonjour, M. Makinde. Bonjour, monsieur. Voilà, René. comme vous l'avez suivi, nous sommes en train de faire cette émission ce matin
pour clarifier le sens de votre combat, pour clarifier le sens de votre marche vers le Mali. Vous qui êtes en tout cas le coordinateur de ce collectif de marcheurs vers le Mali, pouvez-vous nous expliquer d'abord vous-même qui êtes-vous en Guinée? Quelles sont les activités que vous menez au quotidien en tant que jeune Guinéen? D'accord, merci. Moi, je suis artiste et je suis dramaturge, comédien, et je suis slammer. Aussi, je suis homme de médias. Je suis animateur culturel dans un média. Voilà, entre autres, c'est ce que je fais. Donc, vous Et êtes, sur vous le êtes plan dans le du... monde culturel et donc vous avez rejoint ce collectif pour quel but? Voilà, comme, dans le but toujours de la lutte panafricaine, parce que dans ma vie, dans cette lutte aussi, nous avons une autre association panafricaine qui s'appelle JOA depuis fort longtemps. Et donc, je suis panafricain depuis fort longtemps, je me suis engagé dans cette lutte. Donc, quand nous avons entendu, n'est-ce pas, quand nous avons vu sur les réseaux la marche de nos frères africains du Sénégal qui marchaient pour défendre, n'est-ce pas, pour soutenir le peuple malien. Quand nous avons vu ça, on s'est dit, ah ouais, voilà des bons actes qui sont en train de se passer dans l'Afrique. Et les bons actes dans les conditions normales sont à répéter, sont à perpétuer. C'est ainsi nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes vus, parce que nous qui sommes ce collectif, nous sommes tous issus des structures panafricaines déjà. Donc, quand nous nous sommes vus, on s'est écrit sur les réseaux, pourquoi ne pas faire la même chose? Donc, c'est ainsi, on s'est mis en collectif pour organiser cette marche. Et cette marche, son organisation, la base, c'est pour non seulement réaffirmer et consolider la solidarité que l'État guinéen a exprimée vis-à-vis du Mali à travers la décision, la sanction de la CEDEAO à isoler le Mali. Donc la Guinée quand même n'a pas fermé ses frontières, quelque chose qui est salutaire, que nous avons beaucoup salué de la part du gouvernement guinéen, de l'État guinéen. Et non seulement c'est cela, cette réaffirmation de cette solidarité, mais aussi et surtout pour la création, la réalisation d'un État fédéral. Parce que pour nous, aujourd'hui, seul l'État fédéral peut suffisamment protéger l'Afrique, peut suffisamment défendre l'Afrique, parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Voilà, donc il faudrait que l'Afrique soit un État fort pour se défendre. Et cet État fort, il n'y a que l'État fédéral qui peut nous le donner. Donc c'est pour tout ça, je me suis joint à ce collectif pour faire cette marche, afin de cimenter encore dans les consciences, les consciences fédéralistes, en fait. Parce que tant que les consciences ne sont pas encore fédérales, il sera difficile pour nous, hein, il sera difficile de réaliser les États-Unis d'Afrique. Alors, M. Binta, vous êtes dans les bonnes conditions maintenant de faire l'émission avec nous. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, nous dire d'abord par rapport à vous-même, hein, quel a été le sens que vous donniez à ce collectif des marcheurs vers le Mali? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à participer justement dans cette organisation dont vous êtes vice-coordinateur? Donc moi, c'est qu'est-ce qui me motive le plus, vu que l'Afrique, dans son ensemble, on est lié d'abord par le sang, on est lié par l'histoire, on est le même peuple. Donc si vraiment je vois un peuple frère comme le Mali, qui est en train de se faire asphyxier avec qui est en train de se faire asphyxier par la communauté internationale à l'aide
de ses fils africains, en l'occurrence de certains présidents de la CEDEAO, membres de la CEDEAO, présidents de certains pays frères africains aussi, comme exemple le Sénégal et certains d'autres pays qui sont en train de travailler pour asphyxier le Mali. Vraiment, moi, je ne vois, c'est ça qui me motive le plus pour venir en aide au peuple frère du Mali. Comme d'ailleurs, on avait déjà organisé ici un sitting à l'ambassade le 22 janvier passé pour soutenir le Mali. Donc, c'est ça qui continue. Nous sommes dans cette dynamique de soutien au peuple frère du Mali. Donc, c'est ça qui m'a le plus motivé à aller vers ce collectif des marcheurs pour soutenir le peuple frère du Mali. Alors, en participant dans le collectif, est-ce que le fait juste de marcher, de faire la marche vers le Mali, va résoudre les grands problèmes? Oui. Vous pouvez prendre la parole, hein, monsieur Makinde. D'accord, d'accord. D'accord, on nous pose la même question souvent ici. C'est pas que la marche. Sinon, même la distance entre Conakry et Bamako, c'est 1006 km. Mais nous avons décidé d'augmenter encore, c'est-à-dire parce que la plus grande partie, ça a été même une proposition du comité d'accueil du Mali, la plus grande partie de la marche va se passer sur le territoire guinéen. Donc, pour profiter encore toucher maximum de personnes sur le territoire malien, nous avons décidé de contourner la route normale. Tout ça pour vous dire quoi? Ce n'est pas que la marche, mais les messages qui vont se passer dans la marche, pour nous, c'est ce qui est plus important. Parce que nous allons être en contact direct avec les peuples dans la marche, et nous allons faire des mini-conférences débats dans les villes que nous allons passer. Donc, ce n'est pas que pour marcher, mais aussi véhiculer le message. Vous savez, pour la construction d'une nation, c'est des actes forts qu'il faut poser. Parce que les actes forts aussi parlent. Et ça touche beaucoup plus le subconscient qu'autre chose. Donc, même si on marchait simplement avec le drapeau, que les gens nous voient, parce que la communication, ce n'est pas que par la bouche. L'être humain communique avec son entourage, avec son environnement, par beaucoup de liens. Donc, ne serait-ce que par le regard, ça peut marquer les consciences. L'État fédéral de l'Afrique, pour nous, l'État fédéral le plus solide pour nous, ça viendra du peuple d'en bas, à la base. Parce que tant que le peuple à la base ne s'accapare pas de ses idéaux, ça va se réaliser. Hein? Parce que nous savons, qu'on le veuille ou pas, nous savons aujourd'hui, l'Afrique, aujourd'hui, il y a la même mise sur l'Afrique. Ce n'est pas que les bonnes personnes manquent en Afrique. Il y a la même mise sur l'Afrique. Donc, si le peuple lui-même ne se réveille pas, s'il y a un soi-disant leader qui vient ou héros qui vient pour les sauver, on peut facilement le liquider et puis orienter la conscience du bas peuple parce qu'il n'est pas prêt. Donc, pour nous, il faut d'abord préparer la conscience du bas peuple, du peuple à la base, afin d'atteindre l'unité africaine solide. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des grandes puissances qui ne veulent pas que cela se fasse. Et le vrai pouvoir, c'est dans la main du peuple. Mais il faudrait que ce peuple soit conscient de ce pouvoir pour pouvoir l'exercer comme ça se doit. Donc, ce n'est pas que la marche, mais le message. C'est ce que nous disons tout le temps quand on se croise. Nous disons la marche, le trajet est plus important encore pour nous que la destination. Parce que le trajet nous permettra, n'est-ce pas, de véhiculer le message pour cimenter, pour former, pour forger les consciences fédérales. Parce que tant que les consciences ne sont pas encore fédérales, tant que nous n'intégrons pas cette conscience fédérale comme ça se doit, c'est difficile que ça se réalise de façon solide. Donc, pour nous, il faut toucher le bas peuple. C'est pourquoi encore cette marche a son importance et ça peut faire
un effet dans la réalisation de l'unité africaine. La construction d'une nation, ça se fait pas non, c'est petit à petit et c'est très lent. Parfois, ça se fait sans qu'on s'en rende compte. Mais on sait que quel que soit PX, ça va faire un effet. Et l'essentiel pour nous, c'est de jouer dignement notre partition dans cette construction de l'État fédéral qui est la seule issue pour nous, pour sauver l'Afrique. Alors, M. Binta, au regard même de la dimension, de l'étendue du territoire, vous allez marcher depuis Conakry jusqu'à Bamako. M. Binta, est-ce que ça ne va pas vous prendre une éternité? C'est quand même des milliers de kilomètres que vous allez parcourir. Ça vous prendra combien de mois pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire pour arriver à Bamako à partir de Conakry? Avez-vous déjà établi le calendrier selon les étapes ville par ville? Oui, on a travaillé sur le calendrier et si on réussit à faire 20 km par jour, on fera minimum 20 km, on fera environ 30 à 40 jours sur la route. Mais bon, ça dépendra parce que d'autres ont dit d'augmenter, ce n'est pas vraiment forcément fixé sur les 20 km. On peut aller au-delà. Donc, ça dépendra du kilométrage qu'on fera par jour et c'est en fonction de ça, les jours seront définis. Mais quand même, ce qui est estimé, on a prévu de faire dans un intervalle d'un mois, de 30 jours. Pour y arriver, vous devez avoir des soutiens des autorités locales ou des autorités politiques de deux pays, pourquoi pas de la sous-région. Ce n'est pas facile de se lever un matin pour dire nous allons marcher et ça recommande, enfin ça exige beaucoup de sacrifices. Effectivement, ça existe beaucoup de sacrifices, mais on n'a pas le choix parce que pour nous, rien n'est trop pour le continent africain. Donc, nos ancêtres ont tellement traversé des choses. Donc, ce que nous voulons faire là, pour nous, ça, c'est trop petit. Parce que rien n'est trop quand il s'agit de la création d'un État fédéral. Parce qu'on est rentré dans l'ère des États continentaux. Pourquoi l'Afrique reste toujours dans les micro-États qui ont été constitués par les personnes qui sont venues nous exploiter ici? Donc, pour la conception de l'État fédéral, nous savons que ça ne serait pas facile, ça serait vraiment complexe. Et on n'attend rien de quelqu'un d'autre. Si une personne vient pour nous aider économiquement, on va accepter. Si c'est logistiquement, on va accepter. Mais on ne va pas demander de l'aide à quelqu'un c'est-à-dire on ne va pas aller vers quelqu'un pour demander de l'aide. Que ça soit n'importe quel genre d'aide, mais quand même. Mais nous-mêmes, là, on va s'autofinancer pour montrer aux gens combien de fois on a la volonté d'aller vers cette fédération. Parce qu'on a déjà tenté les États-nations, mais ça ne marche pas. Les États-nations, les micro-États, on ne peut rien faire avec ces micro-États. Par exemple, si on prend l'économie de la Guinée aujourd'hui, la Guinée ne peut pas concurrencer ni la Russie, ni la Chine, ni l'Union européenne, ni les États-Unis, ni le Canada. Un petit pays comme la Guinée. Mais avec la conscience fédérale, même si on commence seulement par la sous-région ouest-africaine, qui est la CEDEAO, c'est une grande partie de l'Afrique, la CEDEAO. Si cela seulement se constitue aujourd'hui en fédération, vous allez voir en espace de 5 années, c'est-à-dire on pourra concurrencer même la Chine, parce que ce n'est pas les ressources qui manquent, que ce soit les ressources humaines comme les sous-sols et consorts. Il y en a en pagaille. Donc si vraiment on arrive à fédéraliser ces États-là, on pourra sortir quelque chose et sortir notre peuple de la misère. Donc c'est pourquoi pour nous, cette fédération, rien n'est trop pour la fédération, quoi. Donc rien n'est trop pour la fédération, mais une question sous-jacente, une question que j'aimerais vous poser. Comment vous imaginez cet État fédéral qui partirait d'où? Comment vous allez redessiner la carte de l'Afrique avec cette proposition ou cette volonté que vous exprimez en tout cas de changer les choses? Comment vous imaginez cet État fédéral sur le continent? Imaginez cet État fédéral, parce qu'on peut pas aller de nulle part. Il faut forcément que ça commence quelque part. Donc, vu que la Guinée est dans une transition, le Mali est dans une transition, le Burkina aussi la même chose, et la Centrafrique n'est pas dans une transition, mais bon, eux aussi, ils sont dans l'esprit. Ils sont dans le peuple centrafricain et dans notre esprit. Et il y a plein d'autres peuples aussi africains qui ont la même mentalité, qui ont le même esprit. Mais
C'est le problème est que les États qui sont là, ceux qui dirigent nos États, c'est eux le problème. C'est pourquoi on veut aller de la Guinée et le Mali, sur le Burkina et la Centrafrique. Peut-être avec ces 4 États-là, on pourra commencer par là et après, on va étendre comme l'avaient fait les États-Unis. Parce que les États-Unis n'ont pas commencé par 54 États. C'est petit à petit, ils ont gravi les échelons. Et voilà aujourd'hui où ils sont. Donc, c'est comme ça on imagine cet État fédéral créer dans chaque région, il y aura des gouverneurs, mais avec c'est-à-dire avec un gouvernement fédéral qui fédère tous ces États-là. C'est-à-dire que vous voulez utiliser le collectif des marcheurs qu'on a créé Bamako. C'est une occasion pour vous, c'est un tremplin pour vous, pour sensibiliser en cours de route, en tout cas, toutes les populations que vous allez rencontrer sur cette notion de l'État fédéral. C'est ainsi donc? Effectivement, effectivement. Parce qu'on a prévu de faire des sittings dans chaque grande ville où on va passer pour faire passer ce message. Parce que nos ancêtres l'avaient déjà commencé. Nos aïeux, les pères de l'indépendance. Par exemple, en Guinée ici, il y avait Sékou Touré, au Mali, il y avait Modibo Keïta, et il y avait au Ghana, il y avait Kwame Nkrumah. Et ils avaient déjà l'idée de la fédération. Mais ils visaient beaucoup plus loin parce qu'ils ne voulaient pas partir en laissant les autres pays seuls. Parce qu'ils avaient déjà l'Union Guinée, Ghana et le Mali. Donc, ils ont voulu que les autres se rejoignent là-dessus pour qu'on puisse faire l'État fédéral. Mais avec les idéologies, parce qu'il y avait d'autres parmi eux qui n'avaient pas la même conception des choses. Parce qu'avec l'ego, ils voulaient rester président dans leur ville, dans leur pays, disons, dans leur collectivité. Ils voulaient être eux aussi le seigneur de là-bas. Donc, ils ont refusé d'aller vers la fédération en ce moment. Mais c'est ça, maintenant, on est en train de faire revivre pour continuer la marche. Parce qu'on a vu que sans cette fédération, on n'aura rien. On a déjà perdu d'avance. Après 60 ans, 63 ans en Guinée ici, 63 ans, on n'a rien vu de clair. On n'a rien vu de clair. C'est pourquoi on veut forcément utiliser cette fédération et cette marche-là, sensibiliser au maximum de populations, sensibiliser, c'est-à-dire au maximum, parce que quand tu n'es pas dans l'esprit du peuple, c'est pas facile. C'est eux, ils adhèrent. Quand le peuple adhère, tout va aller. Mais si le peuple n'adhère pas à l'idéologie dont nous voulons, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de penser là, c'est peine perdue. Donc c'est pourquoi on veut utiliser cette marche, sensibiliser de ville en ville, les montrer les avantages de la fédération, parce qu'il y a tellement d'avantages, on ne peut pas imaginer. Les avantages, les montrer les avantages de la fédération, les montrer les conséquences des États-nations, parce qu'on l'a vécu déjà. Pendant 63 ans, nous sommes dans ces États-nations, on n'a pas vu de résultats. Donc, c'est pourquoi on a prévu de faire cette marche. Ce n'est pas seulement de marcher, mais c'est d'aller de ville en ville. Montrer les personnes qu'il y a des jeunes qui sont prêts, qui ont compris qu'il faut forcément cette fédération pour tirer l'Afrique aussi de cette misère. Donc, c'est pourquoi on a prévu de faire cette marche. Vous avez parlé des avantages. Pouvez-vous nous en donner 2 avantages de ce fédéralisme que vous voulez prôner pour l'Afrique? 2 avantages seulement. Parce que, d'abord, l'Afrique ici, si on prend le côté militaire, parce que l'Afrique, c'est l'insécurité totale, on va prendre seulement le côté militaire, parce que l'Afrique va représenter une puissance militaire énorme. Si on constitue tous les 54 États en un seul État, on aura près de 8 millions de militaires et 9 millions de réservistes. Et le PIB, c'est-à-dire avec le PIB par habitant va aller au-delà. Le PIB par habitant va aller Le PIB par habitant va aller, et donc nous avons un petit problème de connexion. Je reprends M. Makinde qui peut enchaîner sur cette question. Est-ce que vous avez la même lecture? Oui, nous avons la même lecture. Alors, avant de venir sur les avantages, quelques avantages, moi, je voulais rebondir sur la question comment nous imaginons l'État fédéral, si c'est possible. Oui. Voilà. Et je vais tout d'abord dire, nous ne sommes pas en train de réinventer les roues. Non, tout existe déjà en Afrique. Les formes politiques, nos ancêtres
ont tout fait depuis des millénaires. Mais le seul problème, l'Africain ne regarde pas lui-même pour agir. Il regarde les autres pour agir. Donc, du coup, il devient étranger à lui-même. Sinon, si nous fouillons dans la politique historique de l'Afrique, nous voyons très bien que l'Afrique, la politique de l'Afrique est purement fédéraliste. Déjà, il est connu partout dans le monde que l'Afrique est une société collectiviste. Et là où il y a le collectivisme, c'est là où il y a la communauté. Là où il y a la communauté, c'est là où il y a l'union. L'Afrique n'est pas une société individualiste comme l'Occident. Donc, il y a l'avantage de la fédération, de l'esprit de la fédération. Et ce qui pose problème pour comprendre cette fédération, c'est parce qu'aujourd'hui, les nations ont pris autre forme que l'Occident a introduit en Afrique par le biais de la colonisation. La nation en Afrique authentique, c'est les tribus. Chaque tribu, parce qu'on dit la nation, c'est quand vous avez la même histoire et la même culture. Chaque tribu avait la même culture, mais aussi avait la même histoire. Ils avaient l'unité autour de ces deux éléments. Et chaque tribu avait leur chef de tribu, qui représentait le président ou le roi pour la tribu. Quelle que soit l'étendue sur le territoire de cette tribu, c'est une nation qui sont liées par des règles et des vies. Donc voilà la nation traditionnelle, authentique en Afrique. Et nous savons, chaque ville, chaque village était la fédération de ces tribus dans ce village. Et nous savons, les royaumes aussi étaient la fédération de ces différentes villes, de ces différents villages. Et les empires aussi étaient la fédération de ces différents royaumes. Et dans la cour royale, contrairement à ce qu'on raconte dans l'histoire officialisée sur le plan mondial aujourd'hui, que le roi faisait tout ce qu'il voulait, il avait tout à ça. Non, non, qui comprend la politique traditionnelle africaine, la culture africaine même, au fond, qui la comprend, on sent que non, ça c'est impossible que quelqu'un s'accapare de tout. Non, parce que tout est pour tous. Tous est pour un et un est pour tous. C'est dans l'ensemble. Donc, le pouvoir était confié à une famille. Si cette famille est en carence, n'est-ce pas, de gérer le pouvoir, on le retire le pouvoir, on le confie à une autre famille. En Soussou, on dit Mangaya Moufar Forekerena, Afar Selfananama, qu'est-ce que ça veut dire? Que le pouvoir est venu en plein jour, ce qui veut dire que le pouvoir, c'est la transparence. Et ça veut dire qu'il n'est pas en un seul foyer, c'est-à-dire il n'est pas en une seule famille, ce qui veut dire que le pouvoir circule. C'est pourquoi il y avait des dynasties. L'Africain pouvait remettre en cause le roi, mais jamais la monarchie, jamais la royauté. Parce que c'était la forme de gouvernance en Afrique. Mais aujourd'hui, ouais, on nous bombarde avec cette démocratie et son cortège de crises socio-politiques, tout ça là aujourd'hui. D'accord, qu'à cela ne tienne. Donc, tout ça pour vous dire que l'esprit de l'État fédéral n'est pas étranger, on n'est pas en train de mentir. Donc, pour nous, il faut revenir parce que aujourd'hui, comme on est dans ce système, on pense que non, on ne peut pas revenir. Non, non, non. Un peuple doit rêver et essayer de réaliser ses rêves. En Angleterre, quand on leur a dit qu'ils pouvaient étudier dans la langue anglaise et faire la science dans ça, pendant leur colonisation, longtemps, des années, avec les Français, mais ils ne pouvaient pas y croire à ce temps-là. Mais il y avait des gens qui ont cru qu'aujourd'hui, l'Angleterre est une nation hautement scientifique qui fait tout dans sa langue selon sa vision traditionnelle des choses. Donc, c'est possible que nous aussi, nous revenons sur cette forme traditionnelle de la fédération. C'est-à-dire que dans la cour royale, il y ait tous les représentants de ces villes, de ces nations, dans la cour royale ou dans la cour présidentielle. N'importe quelle forme on va choisir après. Mais qu'il y ait les représentants et que ces présidents soient des gouverneurs s'il le faut. Et j'aimerais revenir un peu sur les avantages parce que j'avais perdu la connexion. Oui, bien sûr, on y va. On devait vous donner la parole, justement.
on ne peut pas parler de, c'est-à-dire, on ne peut pas parler d'État si on ne peut pas se défendre. On ne peut pas parler de développement si on ne peut pas se défendre. Donc, tout passera par la défense d'abord avant de construire, avant de passer à un développement. Parce que ici, j'ai parlé un peu de, c'est-à-dire de la puissance militaire dont l'Afrique va représenter en se constituant en fédération. Parce qu'on aura près de 8 millions de militaires et 9 millions de réservistes. 8 millions plus 9 millions, ça fera combien? Ça fera 17 millions de personnes qui seront disponibles pour défendre le continent africain. Et on passera aussi, on mettra fin à cette pacte coloniale qui, c'est-à-dire qui permet la fuite des capitaux. Parce que vous savez, la zone CFA, c'est-à-dire ils ont signé, ils ont pactisé avec la France, disons, je ne dis pas la population, les États. Les États, au temps des indépendances, ils avaient accepté de signer des accords coloniaux avec la France, donc qui permettaient la fuite des capitaux. Parce que la zone CFA, où près de 400 milliards de francs CFA, c'est-à-dire quitte l'Afrique pour l'Europe. C'est ça qui est connu, hein, parce que le franc CFA permet même, c'est-à-dire permet aux entreprises occidentales à venir se servir gratuitement sur le sol africain c'est-à-dire sans entrave, quoi, sans entrave. Donc tout ça là, si avec la fédération, on va mettre fin à tout ça, et l'argent qui sortait va rester sur le continent et ça permettra au développement. Donc, c'était les deux avantages là, j'avais à ajouter là-dessus et je vous remercie. Eh bien voilà, nous allons continuer l'émission. Je pense que nous avons déjà exprimé, vous êtes déjà exprimé sur ces deux questions, hein, ces deux thèmes consacrés à l'émission aujourd'hui. Hein. Vous avez expliqué votre engagement sur les marches que vous allez organiser sur le Mali pour le soutien à ce peuple meurtri et qui subit justement les affres de la France et également du sens que vous donnez à l'État fédéral. Donc, nous allons parler maintenant, à la dernière partie de cette émission, du gouvernement de transition actuel en Guinée, le gouvernement du colonel Doumbouya. Comment se comporte ce gouvernement de transition depuis que, je ne sais pas moi comment je peux le considérer, est-ce que c'est une junte militaire qui a fait son putsch? Est-ce que c'est des patriotes guinéens qui se sont réveillés parce que, bon, ils ont trouvé que Alpha Condé a mené le pays dans tous les sens, comme au temps de Dadis Camara, que nous avons connu une dizaine d'années? Est-ce que nous pouvons dire que le gouvernement de transition actuel du colonel Doumbouya est de bonne intelligence avec le peuple guinéen? Et quelles sont les retombées depuis que ce gouvernement est en place? Monsieur Binta. On va ici parler un peu de la transition parce qu'il faut être honnête. Il faut être honnête. Moi, je n'ai jamais fait confiance c'est-à-dire aux militaires guinéens ici au pouvoir. Pas aux militaires. Je fais confiance aux militaires. Ce sont des êtres humains. Mais bon, c'est lui qui dirige la junte. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ce qu'on n'a pas vu. Mais moi, depuis que j'ai appris que c'était un légionnaire de la France, moi, je n'ai pas fait confiance. Parce que dans l'histoire de la Légion étrangère française, on connaît tous comment ça se passe. Et on a déjà vécu l'histoire. La France a toujours utilisé ses mercenaires pour asseoir sa domination sur le continent africain. Donc moi, je ne fais pas confiance à la junte. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, il y a beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire. Ils sont beaucoup orientés vers le populisme parce qu'il faut dire la vérité. Il y a certaines choses qu'ils sont en train de faire bien, il y a autres choses aussi, mais bon, ils sont en train d'essayer d'équilibrer les choses, quoi. Mais moi, quand même, personnellement, je ne fais pas confiance à la junte. Vous ne faites pas confiance à la junte? Vous ne faites pas confiance à la junte? Effectivement, moi, je ne les fais pas confiance. Alors, M. Makinde, quelle est votre lecture? Voilà, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui ne s'intéresse pas beaucoup à ce sphère politique, parce que pour moi, d'avance, ils sont disqualifiés pour la construction de l'Afrique réellement. Du moment que même le régime politique partout en Afrique, c'est le régime politique introduit et entretenu par les puissances coloniales, qui est la démocratie. Et au-delà de cette conviction, quand je regarde la junte, pour moi, l'histoire même qui les a amenés au pouvoir, selon ce qu'on a raconté,
ça ne me permet pas de dire qu'ils sont venus réellement pour le peuple. Parce que, paraît-il, que ce président, que moi j'appelle souvent, tous les présidents en Afrique, je les appelle les présidents présidés, donc le président présidé de la Guinée, et il a fait ce coup d'État pour sauver sa peau, plus que pour sauver le peuple de sa souffrance. Parce qu'il était le bras droit, je pourrais dire comme ça, de Alpha Condé, pendant que le peuple ne voulait pas de lui. Parce que même si tu ne t'intéresses pas à la politique, tu es dans la société, surtout que la société aujourd'hui est politisée tellement, malheureusement, très malheureusement, aujourd'hui. Donc, tu peux être au courant de ce qui se passe. Donc, les gens n'étaient pas pour, n'est-ce pas, Alpha Condé, et surtout, à cause de son soi-disant troisième mandat, ici, les gens n'étaient pas pour. Et lui, il était là pour défendre Alpha Condé. Mais c'est quand il s'est senti menacé, pour se défendre, il a fait le coup d'État. Donc, pour moi, la motivation même de ce coup d'État, ce n'était pas pour le peuple. Maintenant, qu'à cela ne tienne, on peut partir d'une mauvaise chose, par exemple, d'un mauvais acte, et puis faire du bien. Peut-être il est engagé profondément. Mais moi, quand je vois aujourd'hui les actes qui sont en train d'être posés, j'ai dit il est trop séducteur. Quels sont ces actes? Vous pouvez nous en énumérer les actes que vous reprochez justement à ce gouvernement de transition du colonel actuel qui gère le pays? C'est quand même une révélation que vous donnez, hein, le colonel Doumbouya, hein, qui a fait quand même plaisir à certains Guinéens et certains Africains qui pensaient que Alpha Condé outrepassait mesure pour avoir d'abord brigué un troisième mandat qui n'était pas prévu dans la Constitution. Mais le fait même de l'avoir évincé, est-ce que vous ne trouvez pas que l'acte quand même était d'abord à féliciter? Oui, à féliciter, parce que c'est ce que le peuple voulait. Maintenant, la motivation de l'acte, c'est de là, parce que moi, la motivation de l'acte m'intéresse beaucoup plus que l'acte même. La motivation était plus pour sauver sa peau, beaucoup plus selon les informations que nous avons reçues. Sauver la peau de qui? Du colonel Doumbouya? Non, il sauvait sa peau par rapport à un certain homme fort de l'État qui était Mamadi Djané, qui voulait le descendre. Il y avait ça comme je vous ai dit, moi je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas la télé, les journaux, je ne les écoute pas. Parce que je sais que tout ça là, c'est pas pour le peuple profondément. C'est un système qui n'est pas pour le peuple. Donc, qu'il y avait cela entre eux, selon beaucoup d'informations. Maintenant, quand je dis il est trop séducteur, quand nous constatons tout ce qui se dit sur les réseaux, ce qui se réclame sur les réseaux, c'est ce qu'il prend comme décision. Même la nomination de certains ont été l'influence des réseaux. Les décisions ont été prises ici qui ont été l'influence des réseaux. Donc, il veut plus se faire plaire que de travailler. Pour moi, un bon dirigeant, tu ne cherches pas à te faire plaire. Que tu sois applaudi ou pas, tu dois faire ce que tu as à faire. Qu'on t'apprécie ou pas, ce n'est pas ton problème. Après, les gens comprendront. Parce que c'est pas un travail pour le futur. D'accord pour aujourd'hui, mais aussi aujourd'hui dans le sens du futur. Donc, quand vous posez des actes réels aujourd'hui, ne regardez pas l'appréciation des gens. Et lui, je le trouve, et son gouvernement, je les trouve trop séducteurs. Ils partent souvent vers des décisions que les gens réclament beaucoup plus que le fond du problème même. Monsieur Binta, est-ce que pouvons-nous conclure sur cette question de colonel Doumbouya qu'il n'a pas répondu justement aux attentes du peuple guinéen? Un peu les mots. Non, moi je dirais, il est en train de le... Vous n'avez pas la question? Oui, terminez, M. Makinde. Terminez, comme ça, M. Binta va prendre la parole. D'accord. Pour moi, il est en train de poser certains actes que les gens réclamaient depuis fort longtemps, comme par exemple ceux-là qui ont dilapidé nos ressources ici, et les gens, les budgétivores, comme on les appelle, les gens qui sont servis comme ça se doit avec l'argent du public, il est en train de les suivre aujourd'hui. Et la récupération des terres qui ont été injustement occupées par les membres du gouvernement ancien parce qu'ils avaient beaucoup de privilèges, il est en train de récupérer ça aussi. Donc, quand même, il pose certains actes qui est appréciable. Quand même. Voilà. Monsieur Binta, pour terminer en 30 secondes cette séquence de du colonel Doumbouya, en un mot, vous pensez que le coup d'État n'en valait pas la peine?
Le coup d'État, si c'est un coup d'État qui est téléguidé par l'Occident, ça n'en valait pas la peine. Parce qu'ici en Afrique, nous n'avons pas un problème d'homme, nous avons un problème de système. Donc, Voilà. si le système, soit le coup d'État qui est mené, si nous devons rester dans le même système, c'est que ce n'est pas la peine. Alors, C'est quand pas vous la peine comparez, oui, on a compris, il est téléguidé, vous dites, hein, il serait téléguidé par l'Occident. Ben, l'Occident, ça sous-entend ici la France probablement. Mais quand vous comparez avec Assimi Goïta au Mali, est-ce que c'est la même démarche entre les deux? Les démarches sont différentes parce que les contextes sont différents aussi. Parce qu'au départ, Assimi Goïta, au départ, quand il a fait le coup d'État, son premier coup d'État, il a confié le pouvoir aux civils. Mais c'est quand il a vu que ces civils avaient l'écarté et induire le peuple en erreur, c'est à ce moment qu'il a repris les choses en main. Il a refait un second coup d'État et maintenant il a pris ses dispositions en mettant un premier ministre africain qui est Choguel Maïga, dont moi j'ai fait entièrement confiance aujourd'hui. Donc depuis il a mis ce monsieur, ils sont en train d'orienter le peuple malien, orienter la transition vers le peuple, dans l'intérêt du peuple du Mali. Parce que tant que le coup d'État n'est pas orienté dans l'intérêt du peuple, c'est que ça n'en vale pas la peine, quoi. Donc pour moi, ici, je ne vais pas, dans le passé, les faits, je vais revenir un peu sur les légionnaires. Parce que dans le passé, on a vu les coups d'État des légionnaires. C'est un légionnaire qui a enlevé Modibo Keïta au Mali, un autre grand panafricain qui avait l'amour de la patrie africaine. Et ça a été la même chose au Burkina. Et ça a été la même chose avec Sylvanus Olympio au Togo. Donc, c'est tout cette historique des légionnaires-là, nous fait, c'est-à-dire moi, me rend un peu sceptique sur l'orientation du colonel. Parce que moi, depuis qu'il est là, il y a un seul acte qu'il a posé dont j'apprécie. C'est la rénomination de l'aéroport international de Conakry par le nom de l'ancien président digne fils de la Guinée, qui est le président Ahmed Sékou Touré. Donc, c'est le seul acte que moi j'ai apprécié dans tous ces démarches qu'il a posées jusqu'à maintenant. Alors, quand vous le comparez aussi, comme nous venions de faire une petite comparaison d'approche avec le président de transition au Mali, Assimi Goïta, quand vous comparez avec aussi le gouvernement de transition burkinabé, qui a fait aussi un coup d'État, vous pensez toujours qu'il est toujours téléguidé? Comment comparez-vous avec le Burkina cette fois-ci? Cette fois-ci, avec le Burkina, c'est-à-dire le Burkina aussi est dans un autre contexte. Parce qu'il y a eu des soulèvements populaires au Burkina. Et il y a cette histoire de terrorisme qui frappe matin, midi, soir au Burkina. Donc, depuis que lui aussi, il est venu au pouvoir, parce qu'on pensait que ça allait être le nouveau Sankara pour le Burkinabé et pour les peuples africains. Mais il est en train de dérouter. Il est en train de dérouter parce que la Barkhane qui a été chassée au Mali est en train de se redéployer au Burkina et au Niger. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas permettre. On ne peut pas permettre à l'ennemi de quitter de ta chambre, aller dans la chambre du voisin. Donc, le voisin aussi, pour mettre fin à tout ça, toi et le voisin, vous devez faire un pour sortir l'ennemi définitivement. Et si eux c'est-à-dire les gens qu'on a chassés du Mali, et ils se retrouvent au Burkina, ils vont avoir le temps de se réorganiser pour attaquer le Mali. Et ils l'ont fait déjà ici en Guinée en 1958, quand le président Ahmed Sékou Touré a foutu la France au dehors. Ils se sont installés au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour attaquer la Guinée. Donc ici, là, par tous les attaques qui se menaient à partir de ces pays-là. Donc, ils ne pouvaient pas permettre une telle chose. Donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est-à-dire la transition du Mali, c'est une transition exceptionnelle dont tous les peuples africains doivent faire bloc autour du Mali pour se débarrasser définitivement des néocolonisateurs et du système, parce que c'est le système qui est le problème au juste. Et donc, c'est le système qui a été imposé par le colonisateur dans la France. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer que finalement, il faut que la France parte du continent, surtout dans cette partie de la zone franc CFA? Est-ce que c'est ça la démarche finale? Pour le moment, définitivement la France, enfin faire partie le système français de l'Afrique. Pour faire partie le système occidental, parce que ce n'est pas seulement le français et la France. La France, c'est-à-dire on utilise la France comme bouc émissaire. Sinon, ce n'est pas la France seulement. Il y a beaucoup d'autres, la puissance occidentale, y compris et les États-Unis, et le Canada, et l'Australie, ils font partie de ce système.
Parce que c'est eux, ils se disent le monde Oui, capitaliste. mais pourquoi ne pas partir, ne pas partir étape par étape? Commencer d'abord par inquiéter le système français. Ensuite, Comme les eux, ils Américains font ça, comprendront que finalement, les taux se resserrent en Afrique et ils finiront par s'en aller hein, d'eux-mêmes. vous Pourquoi ne savez, pas cibler un s'en aller système de même. précis et aller pour- crescendo? pourquoi j'ai dit c'est un problème de système? Ici en Guinée, on a déjà vécu l'expérience. On a connu une révolution de 26 années et le peuple guinéen s'est épanoui et il n'y avait pas son modèle. Et Ahmed Sékou Touré l'avait dit que l'Afrique, pour que l'Afrique ait le salut, il faut que les Africains aient confiance en eux-mêmes. Il faut que les Africains orientent leur système en fonction de leur culture et tradition. On ne peut pas adapter un système étranger au peuple africain et ça va marcher. Et il avait déjà chassé ce système ici. Et en 84, ils ont fait un coup d'État et ils ont ramené ce même système qui a continué, qui a appauvri plus le peuple guinéen. Donc ici, comme c'est la France qui est bouc émissaire dans le système, donc il faut utiliser la France d'abord, foutre la France au dehors, c'est-à-dire changer un peu, changer de paradigme avec les autres puissances qui sont les États-Unis et autres. Si la France au dehors et les autres là, on va réorienter le système et changer de paradigme. Voilà, changer de paradigme en mettant la France dehors. Monsieur Makinde, êtes-vous d'avis avec cette façon de dire les choses? Chasser la Oui. France. Chasser la France, d'accord, la France, là, n'est qu'un symbole, mais c'est de chasser plutôt la force dominatrice sur l'Afrique. Et la France n'est qu'un, voilà, la force impérialiste en Afrique. La France, nous ne voulons plus que l'Afrique soit sous tutelle. Parce que même aujourd'hui, la résistance qui est en train de se passer au Mali, d'accord, on est content, mais c'est déplorable. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Mali qui est en train de résister, mais plutôt la Russie et la Chine qui est en train de résister pour le Mali. Et en ce 21e siècle, c'est honteux pour les Africains que nous soyons toujours défendus par les autres comme des grands enfants. C'est vraiment honteux. Nous voulons que nous soyons défendus par nous-mêmes, comme les autres se défendent par eux-mêmes. Et pour ça, il faut un État fort. Donc, parce qu'aujourd'hui, la Chine et la Russie défendent l'Afrique, c'est parce qu'ils voient leur intérêt. Hein. Quand ils voient autre intérêt plus que ceux qui sont en train d'avoir au Mali, même avec aujourd'hui ces soi-disant ennemis là, il va se mettre en accord aussi pour combattre Mali si il gagne son intérêt. Parce que entre les États, c'est les intérêts, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sentiment. Faire bisous. Non, 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 il ne faut pas se leurrer. C'est les intérêts. Donc pour nous, les trois colonies, parce que moi, ça m'énerve qu'on les appelle les pays ou les États, parce qu'en réalité, c'est des colonies. Il faut qu'on dise les choses comme ça se doit. Aujourd'hui, jusqu'à présent, l'Afrique, nous sommes dans les colonies. Ça ne sert à rien de dire néocolonisation. Non, c'est la même colonisation qui a grandi. Ça ne sert à rien de dire néocolonisation comme s'il y avait une rupture. Non, c'est la même colonisation qui continue jusqu'à présent aujourd'hui. Regardez, on est entre Africains, mais on parle dans la langue du colon. L'administration, c'est l'administration coloniale. Les pays, c'est un héritage colonial. Donc, tout ce système, c'est ce qu'il a dit. Nous voulons que ce système-là cesse. Il y a un système colonial qui perdure encore. Donc, ces trois colonies, Guinée, Mali, Burkina, qui ont soi-disant fait le coup d'État pour le peuple. Si c'est pour le peuple, on connaît le chemin. Le seul chemin, c'est l'État fédéral de l'Afrique. L'État fédéral de l'Afrique aussi. Pourquoi? Parce que c'est seul l'État fédéral qui peut doter un État fort à l'Afrique pour se défendre pour tous les plans. Comme il a dit, sur le plan militaire, sur le plan économique, on sera. Bon, moi-même, je ne vais pas revenir sur ça. C'est amplement développé par beaucoup et tout le monde le sait, de preuves. Quand la France était là pendant la colonisation, la France gérait une sorte de fédération qu'on appelait l'AOF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française. Mais quand c'était une seule personne qui était pointée à Dakar là-bas et qui gérait toute cette fédération à leur avantage parce qu'ils savent que dans la fédération, la gestion devient facile et efficace. Mais quand ils quittaient, entre guillemets, quand ils quittaient, parce qu'ils ne sont jamais quittés, quand ils quittaient, entre guillemets, leur
ça faisait partie de leurs critères qu'on démantèle cette fédération. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas en leur faveur. Ça devait nous enseigner pour dire que seule la fédération peut nous aider. Donc, ces trois poutits-là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire, hein, mais ça restera toujours dans la colonisation. C'est comme le poisson qui est dans l'aquarium. Il fait beaucoup de mouvements, mais il est en un seul lieu. En Afrique, on ne touche pas le vrai problème. On aime discuter sur les trucs intellectuels, mais on n'arrive pas au fond. Le fond, c'est de changer ce système colonial. Merci. Nous sommes malheureusement pratiquement à la fin de l'émission. Il nous reste 3 minutes. Et j'aimerais vous poser la dernière question, en tout cas à vous deux. Je commence par M. Binta. Quels sont les rapports, finalement, les rapports du gouvernement de transition guinéen avec la CEDEAO? Est-ce que ce gouvernement connaît les mêmes difficultés que connaissent le gouvernement malien avec la CEDEAO? Quels sont les rapports? En vrai, parce qu'ils n'ont pas laissé. Pourquoi je disais le Mali et la Guinée, c'est deux transitions. On dit transition, disons, mais ils sont différents, quoi. Ils sont différents. Comme le Mali s'oriente vers le chemin de la libération de son peuple, donc il faut forcément les empêcher. Donc la Guinée, on ne peut pas faire d'une manière, parce que c'est pourquoi même j'ai dit, la transition en Guinée et celui du Mali sont bien différents. Et ils sont loin d'être les mêmes. Sinon, on ne peut pas, ces deux transitions, on ne peut pas sanctionner un et laisser l'autre. Jusqu'à présent, s'ils n'ont pas sanctionné la Guinée, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont tous dans le même système, ils sont dans la même logique. C'est des nazis. C'est ça, il faut dire. Parce que ça ne va pas, ça ne s'oriente pas dans l'intérêt des peuples africains. C'est pourquoi ils ne l'ont pas sanctionné jusqu'à présent. Ils sont en train de tourner à rond. Si c'était vraiment vrai, de la manière ils ont fait avec le Mali, ils devaient fermer les frontières avec la Guinée, imposer les mêmes sanctions à la Guinée. Mais comme ils savent déjà ce qui se passe ici, ils sont sur la même logique que les putschistes en Guinée. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils n'ont pas pu sanctionner le pays. Ils sont en train de tourner là. Voilà. Nous avons compris. Merci. Hein, votre position est tellement claire sur cette question. Vous avez réussi quand même à donner de la lumière sur les 3 pays qui ont engagé leur peuple par des coups d'État, dont la plupart des Africains avaient salué, hein, parce que finalement, la dictature continuait justement à s'engager dans ces 3 États. Et quel est le regard finalement que vous avez sur la Côte d'Ivoire, pays voisin, pays, la Côte d'Ivoire qui n'est pas très loin du Burkina et qui a des ramifications aussi vers le Mali et en Guinée? Quel est le regard en 30 secondes, en tout cas, d'émission que vous avez? Je commence par M. Binté. M. Makinde. La position, voilà, c'est une autre colonie qui joue bien le jeu depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a fermé ses frontières sous la décision de la CEDEAO qui est un instrument encore de torture des Africains. Moi, la CEDEAO m'a déçu quand ils ont signé en catimini cet accord, l'APE, qui tue l'économie africaine. Ils le savent tout. L'APE aujourd'hui qu'ils ont signé, c'est comme l'ajustement structurel d'avant. Ils ont signé ça sans informer le peuple. Donc, la CEDEAO joue le jeu. La Côte d'Ivoire. Le regard que vous avez sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, la Côte d'Ivoire, le fait même de respecter les décisions de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, c'est un autre pion du système colonial. Moi, je le vois comme ça. Pion du système colonial. Mais c'est Binta, nous sommes à la fin de l'émission. Votre regard sur la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire revient toujours sur la table. Ici, Alassane Ouattara, nous savons tout ce qu'il est. Il vient de la Banque mondiale et nous savons ce que la Banque mondiale représente pour les pays africains. Toute personne qui va sortir de ce système de la Banque mondiale ne va jamais travailler dans l'intérêt de l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est surendettée. La Côte d'Ivoire est surendettée. Donc, la Côte d'Ivoire sert de pion comme l'était déjà dans le passé où Houphouët-Boigny. Donc, c'est jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire est dans la même lignée. C'est eux qui sont en train d'asphyxier les États qui aspirent à la libération de la domination occidentale. Donc,
le souhait serait que la Côte d'Ivoire aussi connaisse la même situation, enfin, qu'on bouleverse les choses comme le Mali l'a fait et la Guinée l'a fait, pour que quand même le peuple se retrouve. Donc, c'est un peu ce que vous voulez sous-entendre. Mais non, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos attentes par rapport à la diaspora? Vous dites? Nos attentes par rapport à la diaspora, oui. Parce que vous savez, la diaspora joue un rôle très, très important. Parce que si la diaspora suivait vraiment, si la diaspora suivait le peuple africain, il y a longtemps, on a fini avec la domination étrangère. Parce que si on allait faire comme l'ont fait les Palestiniens ou bien les Afghans, on aurait déjà fini avec ce système colonial. Donc, ici, ce que moi, je vais dire, c'est-à-dire à la diaspora, si une manifestation, quoi que ce soit, est organisée sur le sol africain, tous les peuples d'Afrique résidant en Occident doivent arrêter de travailler pour aller manifester ce jour-là à guise de solidarité. Ça fera écho dans le monde. Parce que souvent, les manifestations en Afrique sont, c'est-à-dire, sont fermées, quoi. Le peuple européen ne sait pas ce qui se passe sur le continent africain. Parce qu'il y a aussi, il y a beaucoup de choses, ils ne savent pas comment ça fonctionne, quoi. Donc, si la diaspora avait accepté de se lier, même si c'est dans les différentes manifestations, de manifester dans toute l'Europe ou dans tout l'Occident, sortir ensemble le même jour, dire stop à la domination et au pillage de l'Afrique, je pense bien les choses auraient déjà avancé beaucoup plus que là. Merci. Merci, chers amis. Merci en tout cas. Hein. Vous avez été très pointus. Vous avez répondu pratiquement à toutes les questions de cette émission. Nous remercions la direction de Canal Africa 54 qui nous a donné un peu plus de temps pour vous permettre de vous exprimer sur ces différentes questions très sensibles actuellement sur le continent africain. Merci, vous avez été vraiment très utile ce matin par rapport à cette émission Le Grand Dialogue. Vous nous avez apporté en tout cas de la gaieté ce matin en apportant ces informations aussi utiles justement pour la construction du continent africain. Vous avez interpellé le peuple guinéen, vous avez interpellé le gouvernement de transition guinéen surtout, vous avez appuyé sur le courage d'Assimi Goïta au Mali et vous avez considéré que le Burkina Faso jouait le jeu autant que le gouvernement guinéen et à côté de ça, il y a la Côte d'Ivoire justement qui faisait sa politique justement d'autruche. Merci ces deux messieurs de votre participation à cette émission et nous vous remercions encore une fois. Nous ne cesserons de vous dire que cette antenne vous appartient pour la cause de l'Afrique. Et donc, nous allons accompagner votre marche de Guinée vers le Mali à travers cette chaîne de télévision Canal Africa 54. Merci, messieurs, d'être passés à cette émission. Merci. On vous souhaite une très bonne journée du côté de Londres et on se dit à bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, merci. Ben voilà, merci à vous tous qui nous regardez pour le moment. Nous remercions en tout cas toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Vous avez suivi l'émission, nous l'avons conclu ainsi. Les jeunes se sont réveillés en Guinée, les jeunes se sont réveillés au Mali, d'autres au Burkina Faso. D'autres pays doivent suivre le pas justement pour changer le continent vers l'État fédéral que revendiquent les jeunes actuellement sur le continent africain. Nous avons ainsi terminé cette émission matinale de Grand Dialogue. Grand Dialogue se termine ainsi en vous remerciant de votre fidélité à cette émission et nous vous dirons merci encore une fois et à très bientôt pour une prochaine édition qui aura lieu ce soir à 20h30 et nous vous invitons justement à être nombreux pour suivre cette émission qui aura vraiment un grand retentissement parce qu'on parlera d'un pays qu'on va vous faire découvrir juste pendant l'émission. À très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde.
Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.